Bonjour à tous, bienvenue pour les séances de cet après-midi. Je me présente, je m'appelle François Beaupier, je suis ingénieur logiciel et également j'anime un podcast qui s'appelle Postmortem, dans lequel on revient sur des incidents qui ont survenu dans des projets informatiques et on essaie de comprendre ce qui s'est passé et d'extraire des bonnes pratiques pour éviter que ça ne se reproduise. Et aujourd'hui, justement, l'idée, c'est de faire un petit peu le bilan, après un an de ces podcasts et de ces recherches sur ce sujet de la gestion d'incidents, sur qu'est-ce qui marche le mieux. Si on devait, dans une boîte aujourd'hui, lancer une démarche de capitalisation sur des incidents, des bugs, des attaques qu'on a eues pour éviter que ça ne se reproduise, comment on s'y prendrait? Alors, je propose de commencer par une petite définition sur les incidents, parce que je parlais beaucoup d'incidents dans cette presse. Finalement, il y en a différents types. Ça peut être un service provider, donc un type Cloudflare qui a un problème, un outage, une disruption de service, et pour lequel le service ne sera plus disponible. Également, ça peut être une attaque cyber. Actuellement, on voit beaucoup de ransomware passer dans la presse. Ça peut être des attaques qui ne sont pas des ransomware, comme ce qui s'est passé sur la plateforme France Visa, qui en août dernier a subi une attaque qui a permis aux attaquants de récupérer des données biométriques sur des demandes de visa. Et encore une fois, voilà, il y a une multitude d'acteurs, donc du privé, du public. Le dernier, c'est Reddit en début de septembre qui a eu un incident qui a impacté la disponibilité de la plateforme. Donc il y en a différents types. Ça touche tous les types d'entreprises. Et finalement, la stratégie, c'est on aura toujours un qui va se produire. Comment est-ce qu'on peut faire pour minimiser le temps de réponse et rétablir le service le plus rapidement possible? Si on reprend la timeline d'un incident, ce qui va se passer en premier, ça va être un incident, boum, ça explose. Malgré tout ce que vous avez pu faire pour préparer, il se passe quelque chose qui n'était pas prévu. Et dans un premier temps, il est souvent détecté par les utilisateurs. Ils vont mettre sur Twitter, ah, ça marche pas, TikTok ne fonctionne plus. Par exemple, la semaine dernière, ils avaient une disruption de leur service. Et ensuite, selon la qualité de votre monitoring, vous allez le détecter plus ou moins rapidement. Donc à partir de ça, vous allez commencer à travailler dessus. Vos équipes de réponse à incidents, vos ops vont essayer de trouver un patch qui vont venir appliquer pour minimiser l'impact sur les systèmes en production. On va rarement trouver, idéalement on souhaite le résoudre proprement dès le départ. Souvent au début on bouche un petit peu les trous dans le navire en espérant de ne pas prendre l'eau avant de proposer un fixe plus durable, qui a vraiment mené à la résolution de l'incident. Et à l'issue, on peut écrire typiquement un post-mortem. Donc voilà, à partir de cet incident, voici comment on a répondu et voici ce qu'on va mettre en place pour éviter que ça ne se reproduise. Donc c'est vraiment sur cette boîte qu'on va se concentrer pour aujourd'hui. Donc si je devais parler des top 3 raisons pour lesquelles avoir une démarche en interne de réaliser des post-mortem peut vous aider, je pense qu'on pourrait parler de celle-ci. Dans un premier temps, il y a partager les connaissances au sein de l'organisation. Les secteurs de la tech, c'est quelque chose qui bouge très très vite. Pour les ingénieurs logiciels, habituellement, le turnover, les chiffres de l'INSEE 2020, c'est 25% de turnover. C'est-à-dire qu'en 4 ans, votre boîte sont une nouvelle tête. Alors pour s'assurer qu'une erreur qu'on fasse aujourd'hui ne se répète pas dans 4 ans, il faut documenter. Et il faut documenter de façon à ce que ça soit accessible pour les futures équipes. Ça va également de manière très concrète de permettre d'améliorer la réponse aux incidents. Si on identifie que lorsqu'il se passe tel scénario, on peut appliquer telle recette pour minimiser l'impact de cet incident, ça va nous donner des clés de réponse pour des occurrences futures. Et enfin, ça nous permet d'ajuster le monitoring. Donc en avance de face, avant qu'il se passe quelque chose, quels signaux est-ce que l'on a négligé dans cette première approche qu'il faudrait prendre en compte pour la prochaine? Donc ça va être les 3 axes. On va dire partager en interne, améliorer la réponse aux incidents futurs et ajuster le monitoring pour limiter le nombre d'incidents futurs. Donc qu'est-ce que ça nous permet concrètement? Si je reprends mon petit diagramme avec des emojis, la bombe, elle aura toujours eu un moment, malheureusement. Mais par contre, la levée d'alerte en interne, on peut la faire plus vite. Si on améliore le monitoring, si maintenant on suit plus finement peut-être les erreurs 404 qui arrivent sur notre serveur, on va se rendre compte de quelque chose plus tôt et on va gagner 2 heures. Alors ensuite, selon les garanties que l'on partage avec nos clients, selon les SLA, Service Level Agreement que l'on a, ça va avoir plus ou moins d'impact, un impact business mesurable sur l'impact de ce type de démarche de post-mortem. Ça nous a fait gagner 2 heures sur tel incident, 2 heures ici, 2 heures là, on est à 8 heures. Sur notre budget d'erreur de downtime, on est donc dans les clous pour ce trimestre. Donc ça va permettre, avoir une démarche de post-mortem, ça va permettre de faire ces différentes étapes. La détection, le patch et le fixe. Et également la rédaction d'un post-mortem. Donc ça nous permet de gagner ce temps et donc d'améliorer la disponibilité de nos services et minimiser l'impact auprès de nos clients.
Une autre façon de le voir, c'est sous la forme un peu plus traditionnelle qu'on a en cours de management, la matrice des risques. On a l'impact et la fréquence. Si je prends un exemple avec la base de données de production que l'on a besoin pour authentifier, que l'on utilise pour identifier les utilisateurs. Si elle est down, elle ne marche plus, l'accès au site ne fonctionne plus. Amazon, si je ne peux plus me connecter à mon compte aujourd'hui, je ne peux pas faire de transactions, c'est un coût énorme. Une stratégie pour mitiger la fréquence de cet incident, ça serait d'avoir deux bases de données pour la lecture, comme ça, lorsqu'il y en a une qui est down ou qui est en maintenance, on peut toujours lire les informations utilisateurs sur une autre. Donc ça nous permet de venir piloter un petit peu ce budget sur lequel on est OK pour s'exposer ou non à du risque. Donc si on fait un bilan sur le point partage de la connaissance au sein de l'organisation, on a ce post-mortem, ça va nous permettre déjà de savoir comment réagir, et notamment auprès des futurs ingés qu'on va recevoir, des ingénieurs développeurs logiciels qu'on va recevoir dans notre équipe. Lorsqu'on veut les faire monter en compétences sur la façon dont on répond à un incident, il y a deux façons. Soit on les jette dans l'arène un samedi soir en disant tu as la responsabilité du système de prod pour tout le week-end, ça peut mal se passer. Soit on leur donne en référence les incidents qui se sont passés habituellement les week-ends. Idéalement, on les perd, on les assigne également d'un accompagnateur plus senior sur la gestion d'incidents pour passer le premier week-end d'astreinte on-call avec eux. Une autre façon, dont ça va nous bénéficier, c'est de savoir quoi surveiller. Ce que je vous disais tout à l'heure. Si on a des exemples concrets sur zut, on est passé à côté du suivi des erreurs 404, des exceptions levées par la base de données, on va mettre en place des tableaux de bord qui vont surveiller spécifiquement ces métriques-là, peut-être lever automatiquement des alertes. Pour ça, je renvoie vers une presse brillante qui sera réalisée par Cyril juste ici sur le suivi d'anomalies. Également, il y a le point anticipation, c'est d'avoir une connaissance du degré, du type de risque auquel on s'expose. Par exemple, en début, celui que je mentionnais sur les cyberattaques, c'est très difficile de mettre en place des mécanismes de défense si on n'est pas une boîte spécialiste dans la cybersécurité. Donc, au moins, pouvoir placer cette menace sur un petit peu la cartographie des menaces, ça va permettre de prendre des actions peut-être plus haut niveau, contractualiser des assurances cyber pour se prémunir de ce type de risque et au moins les avoir dans notre perspective. Alors, je vous ai parlé de 3 raisons, et il y en a également une, je dirais, qui est plus sur le plan de la communication. Là, par exemple, c'est un article de blog qui a été publié sur le site de Algolia. Algolia, c'est une startup, plutôt une scale-up française, qui propose aux e-commerçants des outils en SaaS, Software as a Service, de venir indexer leurs produits pour que la recherche sur leur site de e-commerce soit facilitée et bénéficier d'une recherche vraiment complète. Il se trouve qu'en mai 2020, ils ont eu un incident qui a impacté la disponibilité de leur service. Et ils ont décidé d'en faire un post-mortem public, de le publier sur leur blog. Ça leur a permis 2 choses, en fait. Si je regarde ce blog d'un point de vue jeune ingénieur qui recherche une équipe dans laquelle travailler, bah, tout de suite, je me dis, je suis face à une boîte qui fait plutôt un état des lieux honnête de ce qui s'est passé, en proposant une timeline des événements, du moment où ils ont détecté jusqu'au moment où ils ont résolu l'incident, ainsi que la façon dont ils l'ont géré en interne. On voit la lecture d'un article comme celui-ci qui ne pointe pas du doigt un individu ou une équipe particulière, que la boîte prend la responsabilité entière de l'outage et les actions items clairement identifiées qu'ils prennent pour éviter que ça ne se reproduise. Donc ça donne vraiment l'image d'une culture d'ingénierie dans la boîte hyper saine, dans laquelle on sait que toute l'équipe est derrière nous lorsqu'il y a un incident, on cherche à résoudre plutôt qu'à trouver un bouc émissaire. Et d'un point de vue client, là si par exemple je suis un e-commerçant et j'ai été affecté par cet incident, je suppose qu'en point à point, ils ont sûrement réglé avec leurs équipes commerciales pour avoir des ajustements, mais également, je me rends compte qu'ils ont identifié clairement les points sur lesquels ils avaient travaillé, en mettant les actions concrètes identifiées, et ça donne donc de la confiance sur le sérieux de l'acteur à réagir à une menace similaire pour la suite. Donc maintenant que j'ai fait un petit peu la façon dont les post-mortem peuvent vous aider, on va aller dans la phase plus pratique. Comment ça marche, quels éléments de culture à adopter, puisqu'on va le voir, c'est surtout une question de culture et d'ambiance au sein de l'entreprise avant d'être une question d'outils et de process. Donc je pense que pour entrer dans cet axe de ce qu'il faut faire, c'est toujours plus facile de dire ce qu'il faut éviter de faire. Ici, un cas d'usage simple, ça va être de faire attention au comportement de « Ah mais, si seulement il avait redémarré le serveur de prod au lieu de la mettre à n'importe quelle raison,
En fait, on vient faire du raisonnement contrefactuel. C'est-à-dire, on essaye de trouver d'autres alternatives qui pourraient justifier que ce comportement n'a pas été le meilleur. Finalement, ce genre d'approche ne va rarement mener à une solution qui va être actionnable pour de futurs cas d'usage. Une variante qui est relativement proche, c'est ce qu'on appelle le biais rétrospectif. C'est-à-dire, avec les informations dont on bénéficie aujourd'hui, à l'issue de l'incident, on vient estimer que la façon dont l'incident a été traité en live n'était pas la plus optimale à la lumière des éléments qui étaient proposés. Par exemple, c'est évident qu'il fallait faire telle opération pour éviter que ça explose. En fait, pourquoi on a ce comportement-là? Puisqu'à posteriori, ça nous semble évident qu'on a une chaîne d'événements linéaire qui part de la cause à la conséquence. Alors dans la réalité, pour l'Obs qui était au moment de la réponse incident, c'est plutôt une multitude d'options qui se présentaient, avec chacune des avantages comme des inconvénients. Donc deux biais sur lesquels faire attention lorsqu'on est en train d'essayer de comprendre le déroulé des événements et ce qui s'est passé, et surtout pourquoi une décision qui a été prise à un instant T faisait sens à la personne qui l'a choisie. Ce qu'il faut bien garder en tête, finalement, la plupart des personnes vont agir dans l'intérêt qui lui semble évident pour la boîte, pour l'équipe et pour eux-mêmes, puisque c'est ces personnes-là qui veulent résoudre l'incident et passer une bonne nuit de sommeil si ça arrive un vendredi soir. Alors pourquoi on a ce biais souvent? Puisque comme je disais, on a tendance à voir les événements avec notre regard du futur et l'information qu'on a aujourd'hui, sans prendre connaissance de toute l'incertitude qu'il y avait au moment de l'événement. On se dit, mais pourquoi la base de données n'était plus disponible? Puisque la réplique n'était pas non plus disponible, donc sur les deux bases de données, aucune n'était disponible. D'accord? Si on descend encore un niveau, pourquoi? Puisque le script de maintenance en fait, on ne l'avait pas encore déployé puisqu'il y a tel ingé qui devait travailler dessus. D'accord? Pourquoi? Puisque la CI GitLab, en fait, on avait commenté ces tests, du coup, on se disait on n'avait pas besoin de pousser telle modification, et ça nous amène finalement, la plupart des cas, à une réponse où on va identifier un individu ou un contributeur clé, à défaut de tout l'environnement qui a mené à cette décision finale. Donc quelque chose qui peut aider dans ces démarches-là, c'est par rapport à cette démarche des 5 pourquoi, des 5 whys, d'avoir plutôt une approche comment pour comprendre l'environnement qui se présentait à l'opérateur à un moment donné. Et pourquoi je propose ça? Puisqu'un pourquoi va potentiellement emmener vers un qui en termes de raisonnement. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Mais qui? Alors qu'un comment, on va plutôt essayer d'identifier les éléments contributeurs. Pour illustrer ça d'une autre façon, on peut penser au domaine de la médecine et notamment de l'épidémiologie, avec la façon dont on fait face à une épidémie. On a des couches de défense et des erreurs latentes, des potentielles failles dans chacune de ces couches. Notamment, on va avoir les gestes barrières, la vaccination, etc. Dans le développement logiciel, on peut faire un parallèle. Finalement, on va avoir les tests unitaires au plus bas niveau, des tests d'intégration, ensuite une intégration continue, et également compléter, une fois que tout cela est déployé, par un monitoring de la production. Mais c'est un gruyère, et dans le gruyère, il y a des trous. Ici, peut-être que dans notre test unitaire, nous n'avons pas vraiment géré le moment où une requête SQL est mal formée. On n'avait pas contrôlé comment sont levées les exceptions. Dans les tests d'intégration, peut-être que l'accès à la base de données, finalement, on a utilisé un mock, on a fait comme si on se connectait à une base de données sans se connecter vraiment à cette base. Pendant l'intégration continue, peut-être que effectivement, notre outil d'intégration continue, on a oublié, on a commenté les tests d'un service puisqu'on a vu un petit souci, on se disait non, on verra ça plus tard. Et encore une fois, pour le monitoring de la prod, peut-être que c'est la première nuit d'astreinte d'un ingénieur on-call et il ne connaît pas toutes les ficelles s'il se passe quelque chose. Et on voit dans ce cas-là, finalement, ces différentes tâches de gruyère, il y a un drame lorsqu'elles s'alignent. Parce que lorsqu'elles s'alignent, tous les mécanismes de défense, ils vont être percés et c'est à ce moment-là qu'on va avoir un incident. Et justement, la démarche des post-mortem, c'est de venir identifier dans chacune de ces couches qu'est-ce qui a péché, et on va donc se retrouver avec une collection d'items à actionner plutôt qu'une cause, la plupart du temps, qu'une cause unique clairement identifiée. Ça serait simple, ça serait l'idéal, mais c'est rarement le cas. Je mettrai les slides ensuite sur Twitter ainsi que toutes les références, donc n'hésitez pas, vous pourrez trouver toutes les ressources à l'issue. Donc ce qui peut aider en termes de culture en interne, je dirais, c'est essayer d'initier un bascule dans la culture. C'est-à-dire, initialement, on se dit, oui, bon, c'est une erreur humaine. Le problème, c'est qu'une erreur humaine, c'est difficilement actionnable. C'est un petit peu un terme pour tout.
l'objectif, c'est essayer de comprendre que c'est le résultat de vulnérabilité à l'échelle du système. Alors certes, dit comme ça, c'est dur de rendre responsable une partie du système, mais ça permet de détacher la personne de l'incident et donc de chercher activement des facteurs de résolution plutôt que de se concentrer sur le fait que telle personne n'ait pas pris telle bonne décision à un instant donné. Également, dire ce que les gens auraient dû faire est une façon d'écrire cet incident. Si c'est une première lecture que l'on peut avoir, on est souvent confronté, lorsque l'on dit ça, au biais rétrospectif qu'on a mentionné précédemment. Et il faut avoir en tête que la plupart des individus prennent à l'instant T la décision qui leur semble la meilleure, avec le degré de compromis face auquel ils doivent composer. Enfin, dire à son équipe de prendre des précautions dans le développement futur peut instaurer un climat plus délétère où on adopte une défense d'un point de vue programmation, où on n'est peut-être pas autant audacieux sur les features, les caractéristiques, les fonctionnalités que l'on veut déployer. On prend un peu de marge, mais du coup, ça nous fait perdre de la vélocité sur le produit, et peut-être qu'on n'est plus que notre produit, ce que l'on livre, n'est plus aussi ambitieux que ce que l'on souhaitait faire initialement. Donc petit bilan, petite checklist. À l'issue de ce point, attention au contrefactuel, c'est tentant, et même au biais rétrospectif, on y est tous soumis. Il faut au moins être conscient qu'il plane sur nous. Également, il y a rarement une cause primaire à l'origine d'un incident. C'est la plupart du temps une collection de facteurs qui participent plus ou moins à cet incident. Et ce qui est important de faire dans ce cas-là, c'est donc de comprendre pourquoi une décision faisait sens, était pertinente à l'ingénieur d'astreinte à cet instant. Également, pour mener cette démarche-là, ça peut être intéressant de passer par des comment, comprendre un environnement plutôt qu'un pourquoi, qui risque d'être plus incriminant dans la démarche de compréhension de l'incident. Alors maintenant, des outils très pratiques. Un conseil, c'est de faire ce retour sur incident, ce post-mortem, le plus tôt possible à l'issue d'un outage, d'une disruption de service. Pourquoi ? Puisqu'on a tendance à oublier, et le diable est dans les détails. Pour ce genre d'incident, on veut vraiment comprendre, mais quelles options vous avez à un instant T ? La personne, si on laisse mariner ça une semaine, 2 semaines, on va oublier quelques détails, les détails de l'environnement auquel on faisait face, ce qui va donc limiter la capacité à réutiliser ce post-mortem pour en faire quelque chose d'actionnable. Puisque c'est vraiment l'objectif à la fin, c'est pas de faire un post-mortem pour avoir un document dans un répertoire qu'on ne consultera pas beaucoup, mais c'est pour avoir des actions items clairement identifiées, une responsabilité et une date butoir sur laquelle on veut implémenter ces actions items pour éviter que ça ne se reproduise. Donc maintenant, quelque chose de très pratico-pratique, un patron de conception pour un rapport de post-mortem. Ce qui est très important, ça va être la timeline de l'incident. Comme on l'a vu, la façon dont on raisonne, c'est de manière temporelle. On a eu un incident, il a été détecté, nous avons proposé un patch, et à l'issue, voici la résolution et ce que l'on en tire. Également, un point clé, c'est d'identifier un responsable de cette démarche-là. Le responsable, souvent, c'est ce qu'on appelle également, lors de la résolution d'incident, le incident commander, ou la personne qui a géré les opérations, qui a coordonné les équipes lors de la résolution d'incident. Et c'est cette personne-là qui va porter ce post-mortem, les actions items qui en découlent, et s'assurer qu'ils sont suivis. Il est idéal de proposer un petit résumé que l'on pourra diffuser à des personnes qui ne sont pas forcément de la technique pour informer notamment les community managers. C'est-à-dire si une telle disruption de service se passe pour la prochaine fois, voilà les éléments de langage desquels vous pouvez vous inspirer pour essayer de calmer un petit peu les utilisateurs. Ensuite, vraiment détailler l'impact. En interne, on cherche à être le plus précis, le plus chiffré et pour vraiment avoir des données précises à ce sujet-là. On vient ensuite identifier les facteurs ayant contribué. Les leçons retenues, donc ça c'est le point le plus important, c'est qu'est-ce que l'on va pouvoir en dériver en action item pour éviter que ça ne se reproduise. Avec là, j'insiste bien sur cette partie-là, des responsables et une date butoir identifiée pour s'assurer que l'on met tout en place pour éviter que ça se reproduise. Il y a énormément de templates disponibles en ligne sur PagerDuty, également sur le livre de Google Software Reliability Engineering, une excellente ressource sur laquelle il y a beaucoup de templates sur ce type de document. Donc si je devais faire le point avant de prendre quelques questions, une feuille de route, si vous voulez essayer cette approche dans votre équipe, idéalement, je vous invite à commencer par les petits incidents, des petits enjeux, pas trop graves si c'est pas évident au début. Ensuite, on se concentre sur la culture plus que l'outillage. Il y a énormément d'outils disponibles. Pour les débuts,
un document partagé dans lequel on vient écrire ses notes, récupérer les métadonnées des emails, des captures d'écran, des outils de monitoring, fera tout à fait l'affaire pour lancer la dynamique en interne. Une fois que vous aurez plus conscience de vos usages pour ce genre d'incident, vous pourrez améliorer le choix de l'outil qui répond mieux à vos besoins. Mais je vous dirais, on ne s'embête pas trop avec l'outillage au début. Une fois que vous commencez à prendre la main, n'hésitez pas à en faire des newsletters internes, notamment pour les métiers qui ne sont pas de la tech, pour les sensibiliser à des démarches que vous avez, pour préparer le terrain pour des incidents plus grands. Une fois que vous êtes assez à l'aise, c'est hyper valorisant, comme on l'a vu par exemple pour l'exemple d'Algolia, de les partager en externe. Ça fait rayonner la culture ingénierie que vous avez en interne. Ça montre que vous êtes vraiment au clair sur ces sujets-là et sur la façon dont vous prenez à bras le corps des incidents. Et enfin, shameless plug, comme j'ai dit en début de présentation, je fais un podcast à ce sujet-là. C'est un format mensuel, donc une fois par mois, en général, je reçois une ingénieur qui va nous parler d'un incident qui est survenu en prod, ou c'est autour de la culture d'ingénierie, et on essaye de comprendre ce qui s'est passé, identifier les best practices à l'issue. Voilà, donc il nous reste 4 minutes, il me semble, 3-4 minutes. Donc si vous avez quelques questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Non, c'est très clair? Ouais, je vous en prie. En fait, souvent, moi j'ai un peu appliqué ce genre de procédé dans quelques équipes et souvent on voit que c'est peu lu. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'était peu lu, voire revu, peut-être lu une première fois, mais pas relu derrière. Qu'est-ce que vous conseillez finalement pour garder une dynamique de, je prends quand j'ai un nouvel incident, je prends le réflexe d'aller voir dans ces post-mortem, par exemple, si on peut trouver aussi d'autres pistes pour la résolution de ce nouvel incident. Alors effectivement, les utiliser comme ressources lorsqu'il y a un incident, c'est une façon de les utiliser. Ce qui va être challenging, c'est on a rarement le même incident qui se répète 2 fois de suite. Alors, je pense que le bénéfice se situe plutôt en amont dans la préparation des équipes futures. C'est-à-dire, lorsque l'on reçoit une nouvelle personne dans l'équipe, il y avait dans, par exemple, ce livre que je mentionnais de Google Software Reliability Engineering, il parle d'une roue de l'infortune, dans lequel ils mettent en place des ateliers, on fait tourner une roue, il vous arrive tel incident, vous, jeune nouvel arrivé dans l'équipe, comment vous feriez? Et en fait, on vient tirer parti de ces incidents collectés auparavant pour recréer un scénario de mise en place, voir comment la personne réagirait et lui donner des conseils pour réagir à ce genre d'incident. Je pense que c'est une façon de les utiliser. Effectivement, face à un incident live, finalement, on a rarement la même recette qui se répète 2 fois, normalement. Et c'est plus dans le cas préparation des équipes aux éléments futurs, plutôt que réponse active à l'incident, que je les placerai. C'est bon. Merci à tous.